Quel est le consensus de marché pour 2025 sur les grands sujets macroéconomiques et boursiers? Faut-il d'ailleurs croire au consensus de place? Réponse avec vous, John Plassard. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabaud en duplex avec nous depuis Genève. C'est vrai que le consensus ex post, quand on fait le bilan un an après, souvent il est erroné. C'est vrai ça? Oui, oui, et notamment sur les objectifs qu'on a sur les indices, par exemple, ou sur les devises. Et on voit, par exemple, si on prend le cas de 2024, eh bien, on a vu que le consensus était totalement faux. Il était à près de 10% de la clôture du S&P 500. Donc, en début d'année, il était totalement faux et on voit que c'est souvent le cas. Il y a deux autres exemples, je pense qu'ils sont flagrants parce que c'est les années précédentes. Si vous prenez 2022, vous devez certainement vous en souvenir, David, eh bien, vous étiez dans une situation où tout le monde pensait qu'on aurait une croissance économique solide et des marchés boursiers en hausse en 2022. Et on s'était rendu compte qu'à cause d'une mauvaise lecture des banquiers centraux, eh bien, on a eu une année absolument terrible, que ce soit pour les obligations ou que ce soit pour les actions, parce qu'on avait eu une erreur de politique monétaire. Donc ça, c'était 2022 et tout le monde s'en souvient. 2023, eh bien là, c'était un peu le contraire, parce que vous étiez dans un schéma où la majeure partie des économistes, voire 100% des économistes, s'attendaient à une récession aux États-Unis pour 2023. Et on s'est rendu compte que le comportement notamment du consommateur, qui représente quand même 73% de la croissance américaine, eh bien, était complètement différent de tout ce qui avait été anticipé, puisqu'on avait ce qu'on appelait les achats de revanche. Souvenez, vous aviez payé plus cher votre hôtel, plus cher votre avion, etc. Mais vous disiez d'une certaine manière que vous aviez le droit après avoir été confiné durant le Covid. Et donc ça avait été ça avait apporté une croissance absolument extraordinaire aux États-Unis. Donc la question clé, bien évidemment, c'est pour 2025, se dire est-ce que ici le consensus va se tromper? Alors être trop, je dirais, prudent ou pas assez par rapport à une lignée, que ce soit sur les indices ou sur les devises notamment. Ben justement, quelles sont les prévisions, le consensus de place? Quel consensus de place sur 2025, sur la croissance, sur les indices? Alors, si on prend le S&P 500 par exemple, il est entre 6700 et 7000 points. Donc, on voit ici on parie sur une hausse du S&P 500 cette année, une hausse majorée, mais d'un autre côté, on parie sur une croissance toujours forte aux États-Unis, notamment avec l'arrivée potentielle de la baisse des impôts et l'arrivée de M. Trump. Et d'un autre côté, eh bien, on parie aussi sur une légère réaccélération de la croissance en Europe, c'est-à-dire une croissance morne plus, je dirais, je ne sais pas si ça se dit, mais je dirais morne plus, et en Chine, d'une certaine manière, une stabilisation de la croissance. Alors ça, c'est bien évidemment si tout va bien, puisque on peut se retrouver aussi dans une situation où on a de l'inflation qui n'est pas attendue, hein, mais on a de l'inflation qui repart nettement à la hausse, qui oblige par exemple les banques centrales à arrêter de remonter leurs taux. Et donc ici, c'est moins favorable pour les marchés. Donc on est dans une situation où il faut faire attention parce que en pariant et en suivant un consensus, eh bien, on peut avoir des surprises négatives. Et ce qu'il faut aussi rappeler, David, c'est que lorsqu'on parle de consensus, c'est quoi? C'est une moyenne. Donc d'un côté, vous avez des gens qui sont extrêmement négatifs, de l'autre côté, vous avez des gens qui sont extrêmement positifs, puis vous faites une moyenne. Donc là-dedans, évidemment, vous avez certaines zones du spectre qui auront de toute manière tort. On fait quoi alors? On parie contre le consensus, ou on se dit que c'est une base de travail, voilà, pour... Non, je pense que c'est une base de travail. Puis c'est bien généralement, c'est bien de savoir ce que les autres pensent parce que vous pouvez avoir des réflexions assez intelligentes en vous disant, bah, je suis pas du tout d'accord ou je suis d'accord. Le fait est que on voit ici, si on se réfère à ce qui s'est passé à la fin de l'année 2024, eh bien, on arrive dans une situation où on a quand même des données de croissance économique qui sont toujours fortes aux États-Unis. On voit les résultats des entreprises qu'on le veuille ou non, en Europe, n'était pas si catastrophique
que ça. Alors, on sait qu'il y a des implications très fortes pour certains secteurs, notamment le secteur du luxe avec la Chine, ou d'autres secteurs qui pourraient être impactés par les décisions des banques centrales et puis la décélération de la croissance économique en France, notamment, ou en Allemagne. Mais c'est une bonne base ici. Alors, chez nous, on est très constructif sur 2025 en se disant qu'on a une croissance qui sera entraînée par les États-Unis et potentiellement à un moment ou à un autre par les mesures de relance du gouvernement chinois, notamment sur la consommation domestique, ce qu'on attend, la partie des services. Et de l'autre côté, eh bien, l'Europe, malgré tout ce qu'on dit sur la France, malgré tout ce qu'on dit sur l'Allemagne, eh bien, pourrait être impactée positivement par ce duopole de croissance que sont les États-Unis et la Chine. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est les fameux signes noirs. Vous savez que lorsqu'on parle de signes noirs, c'est déjà plus le signe noir. Eh bien, le signe noir, c'est bien évidemment un événement que personne n'avait anticipé. C'est-à-dire problème géopolitique, par exemple, que personne n'espère, mais que personne n'attend non plus, ou eh bien une erreur à nouveau de politique monétaire, comme on en avait connu en 2022, comme on l'avait dit. Alors, si vous êtes de l'avis que de toute manière le consensus est faux, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous pouvez parier sur des ETF contrariants. C'est-à-dire, au lieu de jouer la hausse du S&P 500, eh bien, vous avez des ETF qui vous permettent, par exemple, si on parle du S&P 500, de parier contre le S&P 500 en certaines manières. Certaines personnes le font à travers des options, en shortant, par exemple, un indice. Eh bien, là, vous pouvez acheter des ETF contrariants. C'est évidemment pas ce que on fait, mais il est possible de le faire. Et ça, c'est aussi une manière de parier ou de gagner de l'argent en pariant contre le consensus. Juste avant de se quitter, sur les causes, les erreurs, encore une fois des prévisionnistes, c'est pas facile. Et c'est vrai que c'est une moyenne. Donc évidemment, quand on fait une moyenne, il y a des scénarios qui sont très différents. Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi, comment dire, une fâcheuse tendance des prévisionnistes à prolonger le trait? 2022 n'a pas été bon, donc 2023 ne sera pas bon. Ou si 2023 a été bon, et ben 2024 le sera aussi. Il n'y a pas ce côté... non? Oui, tout à fait. Et puis, vous savez, lorsqu'on regarde pourquoi, vous savez, il y a des études très approfondies qui ont été faites sur le fait de se dire pourquoi est-ce que le consensus a tort. Et en fait, certaine des réponses, c'est évidemment la complexité de l'environnement économique qui n'est pas du tout prévisible. Et comme vous le dites, évidemment, de tirer simplement un trait, eh bien, c'est facile, mais ça n'empêche pas que la complexité de l'économie mondiale, eh bien, est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, et en tout cas pas par un trait. Une des deuxièmes explications, c'est de se dire que souvent, on a des modèles économiques et des modèles aussi graphiques qui ne fonctionnent pas tout le temps. Et on le savait si ça fonctionnerait tout le temps. Et donc, c'est ce qu'on appelle les modèles imparfaits. C'est-à-dire que sur une année à l'autre, vous pouvez être juste sur un modèle qui soit économique, qui soit, comme on l'a dit, graphique, mais tout d'un coup, ça ne fonctionne plus à cause d'un événement externe ou à cause d'historiques qui sont trop courts. Vous savez, l'histoire, la moyenne historique est jamais celle qui détermine le futur, malheureusement ou heureusement. Et c'est peut-être ici la beauté de l'économie, c'est-à-dire de ne pas pouvoir tout prévoir. Et donc on se dit quoi alors, là où le consensus de marché pourrait se tromper lourdement en 2025, selon vous? Alors, c'est peut-être sur la réaction de la Banque centrale européenne, parce qu'on a vu qu'elle était assez timorée à baisser ses taux en 2024 et que potentiellement, eh bien, l'année prochaine, ce serait exactement la même chose. Le consensus parie qu'à chaque réunion, la BCE va baisser de 25 points de base. Mais potentiellement, face à la poursuite d'une dégradation économique, en Allemagne ou en France par exemple, ou de nouveaux problèmes politiques, eh bien, elle serait à même de réduire beaucoup plus rapidement ses taux que le consensus, et ça changerait la donne. Et actuellement, ce n'est pas du tout dans le consensus. Alors ça, c'est une des réflexions qu'on pourrait avoir sur l'évolution la contre-évolution, je dirais, de ce qui se passe avec le consensus ou pas. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau et en duplex avec nous depuis Genève. Merci John. Merci David.